Mesdames, Messieurs, le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous au sommaire. Côte d'Ivoire, Mali. Affaire des 49 soldats ivoiriens. Bamako dénonce l'instrumentalisation. Depuis le 10 juillet 2022, date de l'arrestation des mercenaires ivoiriens à Bamako. C'est l'escalade entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a tenu une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité le 14 septembre dernier où il a accusé le Mali de chantage et de séquestrer les 46 soldats restant au Mali. À présent, le Mali d'ailleurs a tenu à répondre à cette accusation en dénonçant également une instrumentalisation de la CEDEAO. On y revient dans ce journal. Et puis également dans ce journal, on parle de réchauffement climatique. Il s'agit de l'Afrique qui réclame des indemnités. Il faut rappeler également que le Fonds monétaire international, pour parler bien sûr du réchauffement climatique face au réchauffement, l'Afrique réclame des pays riches et grands émetteurs de gaz à effet de serre qu'ils respectent leurs engagements financiers pris par le passé. Une quarantaine de pays réunis à Dakar au Sénégal durant cette semaine ont réclamé la mise sur pied d'un fonds de prise en charge des pertes et dommages subis dans les pays les plus démunis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information ce soir et nous démarrons avec l'actualité en RCA, République centrafricaine. Après l'installation des membres du comité de rédaction du projet de la nouvelle constitution, le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, a procédé le 14 septembre 2022 à l'installation des membres du comité en charge de la rédaction du projet de la nouvelle constitution RCA. Dans son discours, le chef d'État fait savoir que le projet de la réécriture d'une nouvelle constitution en Centrafrique émane de la volonté du peuple, laquelle a été reçue de la plus belle des manières par l'Assemblée nationale, soulignant également que la constitution du 30 mars 2016 ne donne aucune disposition permettant au président de la République de prendre position sur certains actes qui concernent l'avenir du pays. Dans la suite de ses propos, le professeur Faustin Archange Touadéra a tenu à rassurer les populations sur sa volonté de respecter l'ancrage démocratique du pays. Et aux membres installés, le chef de l'État a rappelé la lourde responsabilité que celle-ci, qui est celle d'écrire une nouvelle page de la République centrafricaine. Après l'installation des membres du comité, le président de la République a signé un décret portant désignation des membres du bureau exécutif du comité de rédaction du projet de la nouvelle constitution avec à sa tête l'honorable Évariste Ngamana, premier vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine. Rappelons que les 10 membres nouvellement installés auront jusqu'à 3 mois pour rendre copie de leurs travaux auprès de la présidence de la République, mais également après cette nomination au poste de chef du bureau du comité chargé de réécrire la constitution, l'honorable Évariste Ngamana a appelé ses différents collaborateurs à une réunion qui s'est tenue ce 16 septembre 2022. À ce propos, je vous propose bien sûr d'écouter Évariste Ngamana. Il est le président du bureau du comité chargé de réécrire la Constitution en République centrafricaine. Eh bien, quelques soucis techniques pour recevoir cet élément. Le président du bureau du comité chargé de réécrire la Constitution, Évariste Ngamana, a donc tenu une réunion ce 16 septembre 2022 dans laquelle il rappelait les tâches à chacun de ses collaborateurs, tâches qui leur seront bien sûr chargées de remplir durant ces 3 mois de réécriture de la Constitution en République centrafricaine. À présent, parlant du Mali, eh bien, c'est l'escalade entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président ivoirien a tenu une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité le 14 septembre, assise au cours de laquelle l'affaire des désormais 46 soldats écroués à Bamako
a été bien sûr évoqué. Alassane Ouattara a déclaré que les 46 soldats restants font désormais office d'otages. Ceci en se basant sur la demande du Mali au préalable le 9 septembre 2022, la libération de certaines personnalités politiques en exil à Abidjan. Le Mali a, dans un communiqué officiel daté du 15 septembre 2022, répondu à cette dénonciation et rappelle également en réponse que c'est une instrumentalisation d'une affaire juridique devenue aujourd'hui diplomatique. Reportage Ngueni. C'est avec une très grande préoccupation, une profonde stupéfaction que le gouvernement de la transition malienne a pris acte du communiqué du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le 14 septembre 2022. Par la voix de son porte-parole, par ailleurs Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, le gouvernement de la transition rappelle les conditions illégales dans lesquelles les 49 soldats ivoiriens sont arrivés au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation. Entre versions contradictoires et rétropédalage, la Côte d'Ivoire a brillé par son manque d'honnêteté, sans doute abasourdi par l'attitude de la MINUSMA qui, contre toute attente, se dérobe à ses responsabilités. Un tel revirement, loin d'accorder du crédit au communiqué du Conseil national de sécurité, a plutôt étalé au grand jour des manquements visant à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Une attitude qui contraste avec celle de la partie malienne qui, sur indication du colonel Assimi Goïta, président de la transition, a relevé la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objets de mandats d'arrêt internationaux. Une requête mal perçue par Abidjan qui préfère relever l'hypothèse d'une prise d'otage. Le dossier, censé être judiciaire à la base, se transforme en crise diplomatique avec la volonté affichée par la Côte d'Ivoire de saisir la commission de la CEDEAO. Une procédure devant l'instance communautaire qui ne laissera pas Bamako indifférent, rappelant que l'affaire des 49 militaires est purement judiciaire et bilatérale. Le gouvernement de la transition met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes. En un mot comme en mille, le Mali réitère son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires et ne cédera à aucun chantage, encore moins à aucune intimidation. Merci Ngueni. En Tunisie, à présent, le gouvernement s'est montré favorable à une hausse salariale dans le secteur public. Kais Saied a cédé aux revendications du syndicat UGTT et valide la hausse salariale, ceci à une hauteur de 5%, défiant ainsi la crise financière à laquelle est frotté le pays tunisien, mais également le Fonds monétaire international pour le maintien de la paix sociale. Je vous propose ce reportage. Avec une économie en souffrance, une inflation à hauteur de plus de 8%, la Tunisie penche pour une hausse des salaires dans le secteur public. Cette décision découle d'une forte doléance de l'UGTT. La hausse représente 5% et s'étend sur 3 ans. L'accord a été signé le 15 septembre 2022 entre le gouvernement et la centrale syndicale, après plusieurs mois de revendications. La grève de juin dernier était la plus grande, paralysant la ville de Tunis dans ses activités. L'accord de la hausse mentionne également l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC en abrégé. L'effectivité de cet accord entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs est prévue pour le mois d'octobre. Un accord qui vient inquiéter le gouvernement, qui attendait un prêt du FMI à hauteur de 2 milliards de dollars pour soutenir le peuple qui subit la crise financière dont est victime le pays dernièrement. Le Fonds monétaire international, censé épauler le pays de Kais Saied, a exigé au préalable de Tunis qu'il reprenne la main économiquement parlant avant que se clôturent les négociations par un octroi de prêt. Et au Cameroun, à présent, cantines, vente d'uniformes et manuels scolaires ainsi que transport sont désormais sommés de se plier au paiement obligatoire de la TVA. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle annoncée le 14 septembre dernier par la chef centre régional des impôts du centre extérieur, Rose-Claire Fotso. Dans cette décision, on rappelle également que c'est une nouvelle réforme qui découle de l'article 120 du Code général fiscal. Je vous propose d'écouter. Longtemps dispensé du paiement de la TVA par l'administration fiscale,
Les activités commerciales exercées dans les établissements scolaires d'enseignement privé, laïques et confessionnels vont désormais devoir se plier au paiement obligatoire de la TVA. Il s'agit des cantines, des ventes de manuels et uniformes scolaires. La décision a été rendue publique le 14 septembre dernier par la chef-centre régionale des impôts du centre extérieur, Rose-Claire Fosso. Une décision qui n'est pas orpheline, celle-ci découle du Code général des impôts à son article 120 qui stipule qu'à partir du 1er janvier 2022, la dispense de la TVA sur les activités commerciales des établissements privés, notamment vente d'uniformes, de manuels scolaires, cantines et transports, est supprimée. La TVA sur les opérations en cause est effectivement facturée, collectée et reversée par les établissements compte non tenu de leur régime d'imposition. Ainsi sont donc appelés les établissements concernés à se rapprocher de leur centre d'impôt de rattachement pour rester en toute conformité. Pour rappel, la Direction générale des impôts du Cameroun vise en 2022 2184,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales. En vérité, ceci passera par l'élargissement des recettes non pétrolières. Et parlons à présent dans ce journal de réchauffement climatique, je vous l'annonçais en titre. Face aux ravages du réchauffement climatique, l'Afrique réclame des pays riches et grands émetteurs de gaz à effet de serre qu'ils respectent leur engagement financier pris par le passé. Une quarantaine de pays réunis à Dakar au Sénégal durant cette semaine ont réclamé la mise sur pied du fonds de prise en charge des pertes et dommages subis par les pays les plus démunis d'Afrique. Reportage Kouetio. Inondations, érosion côtière, pluie hors saison. Plusieurs pays africains sont victimes des dégâts causés par le réchauffement climatique et réclament des indemnisations auprès de l'ONU. Issus du groupe des pays les moins avancés, PMA, ils étaient environ 45 pays principalement africains et asiatiques réunis à Dakar, au Sénégal, cette semaine. Des ministres et autres experts PMA réunis afin d'adopter une position commune en vue de la COP27 qui se tiendra au mois de novembre au Caire en Égypte. Les différents intervenants ayant pris part à ces réunions du 14 au 15 septembre ont insisté sur la part minime prise par leur pays aux émissions globales de gaz à effet de serre et sur le tribut disproportionné qu'ils payent. Le Sénégal et la République démocratique du Congo, participant à cette conférence, ont refusé d'une même voix que leur pays renonce à l'exploitation future du pétrole et du gaz sous la pression des pays industrialisés au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Le Sénégal prévoit de commencer à exploiter les réserves de gaz et de pétrole dans l'Atlantique en 2023. Quant à la République démocratique du Congo, elle a lancé fin juillet des appels d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, suscitant l'émoi des défenseurs de l'environnement. F. Bazaïba Massoudi, la responsable congolaise, a jugé inconcevable que l'Occident, qui a construit son industrie grâce à l'énergie fossile, demande à la RDC d'y renoncer, alors qu'il continue de représenter l'écrasante majorité des émissions. Elle est rejointe par son homologue sénégalais, Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement, en ces termes. « Nous n'acceptons pas qu'ils viennent nous dire de renoncer au levier que nous avons. » Fin de citation. L'Afrique doit-elle rester pauvre pour que la planète respire ? Le continent continue de subir la pression d'ONG et autres organismes internationaux quant à réduire leur production pour freiner la dégradation de l'environnement. Après avoir parlé d'environnement, parlons à présent de réforme économique. C'est que le Fonds monétaire international appelle les gouvernements africains à faire preuve de prudence en matière de réforme macroéconomique au moment où la famine progresse, selon elle, dans une région fortement affectée par les conséquences du Covid-19 ainsi que de la guerre en Ukraine. Les détails sont dans cet élément signé Emma Moto. D'après les estimations du Fonds monétaire international, au moins 123 millions de personnes, soit environ 12% de la population d'Afrique subsaharienne, pourraient connaître une insécurité alimentaire aiguë, confrontée à une sévère malnutrition, incapable de satisfaire ses besoins alimentaires et alimentaires. Le réchauffement climatique contribue à accroître le nombre de personnes souffrant de la faim, alors que l'Afrique de l'Est connaît l'une des pires sécheresses de son histoire.
Les conséquences sur l'économie de la pandémie de Covid-19 se sont combinées à une flambée des prix des céréales alimentées par la guerre en Ukraine. Malgré les nombreuses difficultés, certaines réformes de libéralisation du commerce, des réglementations et des marchés sont réalisables. Des politiques monétaires recalibrées pourraient atténuer l'impact sur les biens produits localement et ancrer l'inflation. Pour le FMI, la libéralisation du commerce et la diversification des importations pourraient aider à stabiliser l'offre et les prix alimentaires régionaux. Le Fonds monétaire international cite ainsi l'exemple de l'interdiction imposée par la Zambie des exportations de son maïs en 2020, alors que la mise en disposition d'une partie de la récolte aurait pu aider à combler le déficit alimentaire de l'Afrique australe. Le FMI a renouvelé son engagement à soutenir les pays africains qui ont besoin d'une assistance technique et d'un soutien financier. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés sur For You Télévision. L'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Berthois.